ça marche. On verra bien. C'est pas grave. Bah, je vais peut-être éteindre les belles lumières qu'ils nous ont mises. Hop. Ok. Le cours de dynamique, il va pas être bien long parce qu'en réalité, les connaissances essentielles pour faire ce cours-là, elles ont déjà été vues dans le cours d'énergétique. D'accord? Ça va nous permettre de faire, entre guillemets, le même style de recherche qu'en énergétique. C'est-à-dire qu'en énergétique, on cherche à faire quoi? On cherche à relier des actions méca à des équations du mouvement. En réalité, on sait un peu implicitement qu'on trouve une équation qui relie des actions mécaniques, donc des couples et des forces, à des accélérations et des vitesses, quoi, d'accord? Que ce soit linéaire ou angulaire. Ça, c'est ce qu'on faisait en énergétique. La petite limite qu'on a en énergétique, c'est que on obtient, avec le théorème de l'énergie cinétique, une équation scalaire, ce qui veut dire que si on a un problème avec plusieurs actionneurs et plusieurs types de vitesses et d'actions méca, etc., on est limité à une seule mise en équation, quoi. Donc, il y a une limite. La dynamique, comme ça va être un peu une approche différente parce que ça fonctionne par isolement, ben, on peut faire différents isolements. Et c'est une équation. Le principe fondamental de la dynamique, c'est une équation torsorielle. Donc, il y a un torseur égal à un autre. Du coup, ça veut dire que j'ai 6 équations directement qui apparaissent, quoi. Si on est en problème spatial, quoi. Et du coup, ça nous permet de traiter des problèmes avec plusieurs mobilités. In fine, c'est ça la question. Du coup, le principe fondamental de la dynamique, il nous dit quoi? Alors, il y a toute la partie théorique un peu formelle qui fait que c'est formulé sous cette forme-là. L'énoncé du PFD, il nous dit quoi? Il nous dit qu'il existe au moins un référentiel galiléen RG tel que pour tout système matériel sigma, le torseur dynamique en un point A de l'espace est égal à chaque instant à la somme des torseurs en A des actions mécaniques extérieures appliquées à sigma. Ça, c'est l'énoncé du PFD. C'est une phrase qui n'est pas forcément si facile que ça à interpréter. Ça se traduit comment? Ça se traduit par le fait que j'ai un torseur dynamique d'un ensemble sigma par rapport à un référentiel galiléen. Par contre, ce qui est important, c'est de bien comprendre que c'est par rapport à un référentiel galiléen, est égal au torseur des actions mécaniques extérieures à sigma agissant sur sigma. Ce qui veut dire que pour appliquer le PFD, j'ai deux boulots à faire avant de mettre en place l'équation. J'ai trouvé l'expression du torseur dynamique, trouver l'expression du torseur des actions mécaniques. OK? Trouver l'expression d'un torseur d'action mécanique, vous savez déjà le faire. C'est le même travail de j'isole, je fais le bilan des actions mécaniques extérieures, j'exprime le torseur, que ce qu'on faisait quand on calculait les puissances en énergétique et quand on faisait le PFS en première année. OK? Calculer le torseur dynamique, vous ne savez pas encore le faire, mais il n'y a pas de difficulté majeure, on va le voir par la suite, quoi. En réalité, on a déjà utilisé un cas particulier de ce théorème, c'est quand on n'a pas de torseur dynamique. Ça ne veut pas dire grand-chose de dire on n'a pas de torseur dynamique. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un torseur nul. Quand on a un torseur nul, ça veut dire que notre système il est à l'équilibre, tout simplement. Et du coup, quand j'ai somme des actions mécaniques extérieures agissant sur sigma égale torseur nul, ça s'appelle le PFS. C'est le principe fondamental de la statique. C'est aussi simple que ça, quoi. Et le torseur dynamique, je trouve que pour l'aborder et pour comprendre comment le calculer facilement, moi je trouve que c'est bien, c'est d'avoir en tête ce que traduit comme phénomène le PFD. En fait, le PFD, il nous dit quoi? Il nous dit que les actions mécaniques qui agissent sur un système, donc sous-entendu, elles viennent de l'extérieur puisqu'elles agissent sur et pas dans le système, les actions mécaniques qui agissent sur un système, elles sont égales à la variation de quantité de mouvement. Parce que le torseur dynamique, il faut le voir comme la variation de quantité de mouvement. Si on a compris ça, bah ça explique que quand j'ai un système qui est statique, j'ai pas de variation de quantité de mouvement, mon torseur dynamique, il est nul, et du coup, j'ai somme des actions méca qui doit être nulle, c'est le PFS. Et puis, ça va nous dire, bah tiens, ça nous donne une indication sur, tiens, comment est-ce que je peux faire pour calculer mon torseur dynamique? D'accord? Alors, vous, le PFD,
vous l'avez déjà vu en physique, d'accord? Mais avec des masses ponctuelles. On est d'accord? Vous avez vu, somme des forces égale m gamma. Et pour une masse ponctuelle, bah, ça suffit, entre guillemets. Puisque si c'est une masse ponctuelle, j'ai pas de moment d'inertie, j'ai pas de tout ça, d'accord? Nous, on fait de la mécanique des solides, indéformables pour le moment. Et du coup, on est toujours face à cette question de, on généralise, en fait, on généralise. On cherche des outils pour avoir une approche globale sur des solides, en sachant que un solide, c'est quoi? C'est une infinité de points dans une partie de l'espace donné, une infinité de points reliés par la condition d'indéformabilité, on va dire. Vous vous rappelez de la condition d'indéformabilité? C'est en gros que pour tout point A appartenant à mon solide, pour tout point B appartenant à mon solide, la norme du vecteur AB sera constante au cours du temps. Si j'ai pas de variation de longueur entre un bipoint avec deux points appartenant à mon solide, pas de variation de norme, ça veut dire que tous les points ont des distances fixes les uns par rapport aux autres. Donc en gros, ça se déforme pas et les uns par rapport aux autres, ils bougent pas. Par contre, ils peuvent tous bouger ensemble. Ok? C'est assez logique. Pourquoi je raconte ça? Parce que du coup, en fait, si on voulait utiliser ce que vous avez fait en physique l'année dernière quand vous avez fait de la mécanique, ça nous donne ça comme allure de torseur. Ça nous donne que le torseur dynamique d'un ensemble sigma par rapport à R, qui serait un référentiel supposé galiléen, ou galiléen, mais on va le supposer galiléen, nous, tout le temps. Et bien en fait, pour avoir la résultante dynamique, je vais faire l'intégrale sur l'ensemble des points appartenant à sigma de l'accélération des points pondérée par la masse de chaque petit point, donc l'élément dm, quoi. Et pour avoir le moment dynamique, je vais faire l'intégrale, toujours sur mon ensemble sigma, hein, de AMI. Si je veux le moment en A, c'est l'intégrale de AMI vectoriel gamma dm. On se doute bien que bah, ça ne va pas être confortable à utiliser. C'est comme en énergétique quand on avait parlé des matrices d'inertie, vous savez. L'idée, c'est juste de se dire, c'est pas confo. Comme on travaille avec des solides, ce serait bien d'avoir des outils pertinents pour être rapide et efficace, quoi. Au niveau de la résultante dynamique, ça va être assez facile et c'est assez facile à démontrer. C'est qu'en réalité, cette histoire, et les démonstrations, elles sont en annexe, d'accord? Je ne vais pas les faire dans le cours parce que ça apporte pas grand-chose en général, mais s'il y en a qui ont envie de regarder les démonstrations, ils vont les regarder. La résultante dynamique, ça va nous donner simplement un truc assez instinctif, je dirais en tout cas assez intuitif plutôt. C'est que la résultante dynamique d'un ensemble sigma par rapport à R, c'est égal à quoi? C'est égal à la masse de mon ensemble sigma fois l'accélération du centre d'inertie de sigma. Finalement, là, on retrouve quoi? On retrouve simplement le même résultat qu'en dynamique du point, sauf que au lieu de prendre n'importe quel point, on prend le centre d'inertie, c'est-à-dire le barycentre de mes masses, quoi. Donc, assez naturel. En ce qui concerne le moment d'inertie, il reste toujours une difficulté pour le moment. D'accord? Le fait est que si on voulait être un petit peu honnête, enfin c'est ce que j'ai dit l'autre jour, donc là je me répète, hein, mais si on veut être un peu honnête, le moment dynamique dans votre programme nouvelle version, c'est marqué que vous n'êtes pas censé savoir le calculer, que ce n'est pas exigible auprès des étudiants de TSI de calculer un moment dynamique. Cependant, on va en faire un petit peu dans le cours et dans le TD, parce que je pense que c'est pas mal de passer dessus un petit peu et que je trouve que c'est le genre de truc qui pourrait très bien tomber, je sais pas moi, en modé ou un mec qui crée un sujet de centrale et qui a envie de le mettre quand même, je pense qu'il ne se privera pas, même si votre programme dit que vous n'êtes pas censé le faire, quoi. Les sujets de concours collent pas toujours parfaitement au programme, si vous voulez. Il y a des limites, quoi, qui sont discutables, mais voilà. Vu que c'est un torseur, ma résultante, elle est là, mon moment, il est là. Je garde la relation de Varignon, vous savez, c'est la relation de Babar. Cette relation qui me dit que le moment dynamique en un point B, c'est égal au moment dynamique en un point A, plus, en fait, BA vectoriel la résultante dynamique, mais la résultante dynamique étant égale à la masse de sigma fois l'accélération du centre d'inertie de sigma par rapport au référentiel galiléen, ça me donne M sigma BA vectoriel gamma G de sigma par rapport à R. Ok? Ça, c'est juste la relation de Varignon. La relation qu'on utilisait déjà dans le torseur cinétique, dans le torseur cinématique et dans le torseur des actions mécaniques. Ok? Toujours la même chose. Du coup, maintenant, ça, on sait déjà le faire en réalité.
on voit que petit à petit, pour appliquer le PFD, il n'y a pas tant que ça de trucs à faire, c'est ce que je vous disais, parce que exprimer le torseur d'action mécanique extérieure qui agit sur un système, on l'a déjà appris à le faire et on l'a déjà fait plusieurs fois. On peut considérer que c'est un problème, il faut entretenir, il faut peut-être s'améliorer, mais vous savez le faire. Globalement, tout le monde sait le faire. Torseur dynamique, on a quoi? Résultante dynamique, moment dynamique. La résultante dynamique, on voit que c'est quoi? C'est simplement faire une masse fois une accélération. Or, calculer une accélération, vous savez le faire depuis le premier semestre de première année. Dérivée de la vitesse du centre d'inertie, ça nous donnera l'accélération. Donc, on sait déjà faire la résultante dynamique sans souci. Il nous reste quoi? Il nous reste le moment dynamique qui peut être un élément un peu plus compliqué, entre guillemets. En tout cas, où on n'a pas encore les clés, mais on va voir qu'elles ne sont pas compliquées à obtenir. Ça va? Je préfère faire une remarque maintenant pour éviter les confusions. Ici, vous avez RD de sigma par rapport à R. Le D ne représente pas un point. Le D qui est en indice ici, il dit que c'est la résultante dynamique parce qu'il n'y a pas de lettre particulièrement retenue pour indiquer résultante dynamique. On met un grand R, sauf que des fois on met le grand R pour la résultante d'action méca aussi, d'accord? Ou la résultante cinétique. Et du coup, la lettre qui est là, c'est le D de dynamique et ce n'est pas le D qui désignerait un point. Ok? Comme je sais qu'il y a plein d'indices. En méca, la grande difficulté, c'est de comprendre les notations. Enfin, une des grandes difficultés, c'est de comprendre les notations. D'accord? Le D ici, c'est pour dire dynamique. Le A ici, c'est un point. C'est le point de réduction de mon torseur. C'est pour ça que je le retrouve ici. C'est pour ça que c'est hyper important que vous compreniez bien ces histoires de notation et que vous pensiez toujours à mettre un point de réduction quand vous écrivez un torseur. Même si c'est marqué ici, petit delta de A, là, le A, il doit réapparaître ici pour dire je suis en train de parler en ce point-là. Ça marche? Maintenant, comment je calcule ce moment dynamique? Donc là, on sait comment le calculer en un point, si j'ai la résultante, qu'on sait faire, et si je l'ai déjà en un autre point. Et ça, il nous reste toujours ce levier-là à franchir, quoi. Donc le théorème de la résultante dynamique, je vous l'ai dit à l'oral, mais on sait déjà le faire. La résultante dynamique, c'est la masse fois l'accélération du centre d'inertie. Et ça va être égal à la somme des résultantes des actions extérieures à sigma agissant sur sigma. D'accord? Le théorème de la résultante dynamique, du coup, c'est une équation vectorielle, ça correspond à 3 équations scalaires. Ça, vous êtes plutôt habitué, quoi. D'accord? Le moment dynamique, théorème du moment dynamique, du coup, c'est le moment dynamique en un point A est égal à la somme des moments en A des actions mécaniques extérieures agissant sur mon système. Ça, je crois que vous l'aviez compris, mais on est toujours sur notre petit inconnu, là, qui se fait prier, le moment dynamique. Comment déterminer le moment dynamique? C'est plus au programme, mais on va voir comment le faire. La formule par une approche globale, la formule généraliste, elle est donnée ici. Le moment dynamique en un point A d'un solide S. Depuis tout à l'heure, je parlais d'un système sigma. Un système sigma, ça peut être un solide seul ou un ensemble de solides. Pour calculer le moment dynamique d'un système sigma, on va apprendre à calculer le moment dynamique d'un solide S. Et en fait, pour faire celui d'un système sigma, il suffira de faire la somme de chaque solide appartenant à mon système. D'accord? Donc, le moment dynamique en A d'un solide S par rapport à R, un référentiel supposé galiléen, c'est égal, dans sa forme générale, à la dérivée du moment cinétique en A de S par rapport à R dérivé dans R, plus ms, v de A appartenant à S par rapport à R, vectoriel v de G, G étant le centre d'inertie de S par rapport à R, v de G appartenant à S par rapport à R, pardon. Ça, c'est une forme générale. Tout à l'heure, je vous disais que c'était la variation de quantité de mouvement, le torseur dynamique. Là, on commence déjà à le voir un petit peu, c'est qu'en fait, de manière un petit peu intuitive et un petit peu simplifiée, on peut se dire, tiens, la résultante dynamique, c'est la variation de quantité de mouvement linéaire, et le moment dynamique, c'est la variation de quantité de mouvement en rotation, entre guillemets, de mon système. D'accord? Et du coup, je dérive le moment cinétique qui était déjà représentatif de la quantité de mouvement en rotation de mon système, qu'on avait obtenu, rappelez-vous, en faisant la matrice d'inertie fois le vecteur vitesse de rotation instantanée, plus un terme éventuel. Sauf que ce terme éventuel, on avait dit, tiens, si je me mets en un point A qui est fixe, ou en G le centre d'inertie, ça disparaît. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais on avait dit ça. Et ici, quand on regarde l'allure de cette expression, on peut se dire quoi? On peut se dire, bah, si je cherche à exprimer mon moment dynamique en G, par exemple,
Ça veut dire que ici, j'ai la dérivée du moment cinétique en G, qui était facile à calculer, rappelez-vous, plus ms v de G, vectoriel v de G, bah du coup, ça me fait un vecteur nul, ça. Donc ce terme-là, il disparaît. Si je me mets en un point A qui est fixe maintenant dans le mouvement de S par rapport à R, genre un point qui appartient à un axe de rotation entre un solide et le référentiel galiléen. Bah, du coup, on sait que le moment cinétique en ce point-là, il est facile à calculer, parce que c'était juste matrice d'inertie en ce point fois, alors exprimé dans la même base, tout ça, hein, matrice d'inertie en ce point fois la vitesse de rotation instantanée, il n'y avait pas de terme complémentaire. Déjà, on s'était dit, c'est ça qu'il faut retenir. Et puis, plus, et du coup, on s'est dit, A, c'est un point fixe dans le mouvement de S par rapport à R, ça veut dire que cette vitesse est nulle, donc ce terme-là disparaît. Et on arrive aux deux relations que vous pouvez quand même chercher à retenir parce que je pense qu'elles ne sont pas compliquées. Et surtout, elles donnent le sens physique du PFD. C'est que le moment dynamique en G de S par rapport à R, c'est la dérivée du moment cinétique en G de S par rapport à R. Et du coup, là, c'est totalement transparent le fait que c'est la variation de quantité de mouvement en rotation. Et le moment dynamique en A de S par rapport à R, c'est égal à la dérivée du moment cinétique en A de S par rapport à R, à condition que A soit un point fixe, sous-entendu dans le mouvement de S par rapport à R. Ça marche? Et à partir du moment où on a ces deux formules-là, en fait, ça nous donne quoi? Bah, ça nous donne que finalement, le moment dynamique, si je me mets en G ou en A, là, A étant défini comme je viens de le faire, et ben, le moment dynamique, c'est la dérivée du moment cinétique, et la résultante dynamique, c'est la dérivée de la résultante cinétique, puisque la masse fois l'accélération du centre d'inertie, c'est rien d'autre que la masse fois la dérivée de la vitesse du centre d'inertie dans ce référentiel-là, puisque la masse étant constante, la dérivée d'une masse, elle est nulle, quoi. Surtout qu'on est en mécanique du solide, donc il n'y a pas de variation de masse, quoi. OK? Et du coup, ça devient assez parlant, et le PFD, il nous dit juste que les actions méca qu'agissent sont égales à la variation de quantité de mouvement, c'est-à-dire dérivée de la résultante cinétique pour obtenir la résultante dynamique et dérivée du moment cinétique pour avoir le moment dynamique. C'est ce que je vous disais, pour avoir le moment dynamique en A d'un ensemble de solides par rapport à R, je vais faire la somme des moments dynamiques en A de chaque solide de mon ensemble par rapport à R. OK? Après, il y a quand même des cas de figure souvent très simples auxquels on est confronté, c'est-à-dire que toutes ces définitions un peu généralistes, elles sont importantes, mais c'est très fréquent qu'on arrive face à des systèmes où on a juste une translation. Notre système, il est que en translation par rapport au référentiel galiléen, ou juste une rotation autour d'un axe fixe de notre système ou de notre solide par rapport à un référentiel galiléen. Dans ce cas-là, eh ben, on n'utilise qu'une seule des deux parties du principe, c'est-à-dire soit le théorème de la résultante dynamique dans le cas d'un solide en translation, et on va juste avoir somme des forces égale m gamma. Alors ici, c'est marqué m gamma égale somme des forces, mais vous comprenez bien qu'on peut inverser les termes et que ça ne changera pas l'égalité. Et dans le cas d'une rotation autour d'un axe fixe, ben on se met en un point A appartenant à l'axe fixe, ça nous donne quoi? Ben du coup, ça nous donne somme des moments en A de tout ce qui est extérieur à sigma agissant sur sigma est égal à la dérivée du moment cinétique, mais moment cinétique défini par la matrice d'inertie en A de sigma appliqué, enfin, ou multiplié par le vecteur vitesse de rotation instantanée de sigma par rapport à R, dérivé de ça dans R toujours, hein, bien sûr. Et du coup, quand on traduit ça de manière scalaire, en projetant sur l'axe de rotation, ça nous donne simplement que la somme des moments extérieurs agissant sur cet axe est égale au moment d'inertie fois l'accélération angulaire. C'est l'équation qu'on retrouve tout le temps quand on fait le modèle du moteur à courant continu en SLCI. Vous savez, vous avez Cm moins Cr est égal à J d2 oméga sur dt, que vous transformez en 1 sur JP, là, ou JP plus F, quand vous tenez compte du frottement visqueux et que vous faites le schéma bloc du moteur à courant continu dans le domaine de la place. Bah, ça vient de ça, quoi. Ou du théorème de l'énergie cinétique, je vous dis, c'est la même chose, et voilà. Donc, pour résumer vite fait, le lien entre torseur dynamique, torseur cinétique, quand je suis en un point fixe A ou quand je suis au centre d'inertie, le torseur cinétique, j'ai quoi? Masse fois vitesse du centre d'inertie, matrice d'inertie fois vitesse de rotation instantanée. Pareil quand je suis en G, sauf que c'est la matrice d'inertie en G, du coup. Et pour avoir le torseur dynamique,
bah, je dérive. Donc, j'ai masse fois accélération du centre d'inertie. Et puis, dérivée de la matrice d'inertie fois la vitesse de rotation instantanée. Ça marche? Si on a ça, on a tout le PFD dont on aura besoin cette année. Honnêtement, ça couvre tout ce qu'il faut normalement. Ouais. Mais du coup, c'est pour des solides en rotation. Pourquoi tu dis ça? C'est juste que tu peux très bien avoir une accélération du centre d'inertie qui est nulle. Si imagine, tu as un solide en rotation autour d'un axe fixe. Si le centre d'inertie il est sur l'axe de rotation, bah ici, ça te fait un vecteur nul. Donc tu sais que ta résultante dynamique est nulle. Par contre, ici, tu as un moment qui est non nul, quoi. À l'inverse, si tu as un solide qui est en translation, peu importe le type de translation, hein, mais qui n'a aucune vitesse de rotation par rapport à ton référentiel galiléen, bah, tu sais que le moment dynamique est nul. Alors il est nul en G, et après, il faut calculer avec Varignon sa valeur en un autre point, quoi. D'accord? Du coup, il y a deux. Pour le mouvement dynamique, là, il y a le théorème qui dit que c'est égal à la somme des moments des actions extérieures, là. Et après, là, on dit que c'est la dérivée. C'est la même chose. Peux-tu me donner le numéro de page, s'il te plaît? La page 4 et 5. Alors, À la 4, il y a le théorème. ouais. En fait, le théorème, il te dit quoi? Le théorème, il te propose une égalité entre deux vecteurs. Le vecteur moment dynamique et le vecteur des actions mécaniques extérieures. D'accord? Le truc, c'est que pour le moment, ce théorème, il te sert à rien si tu ne sais pas calculer le moment dynamique. Si tu ne sais pas ce que tu dois mettre là-dedans, tu ne vas pas faire une mise en équation. Il ne faudrait pas surtout dire le moment dynamique est égal au couple moteur, par exemple. Je dis ça au pif. Ben non, parce que peut-être que c'est vrai, mais si tu m'exprimes pas le moment dynamique, tu n'as pas créé d'équation. Tu ne fais pas apparaître ta loi de mouvement, quoi. Et du coup, c'est pour ça que ici, la page suivante, c'est qu'on t'explique comment calculer le terme de gauche du théorème du moment dynamique. Parce que le terme de droite, on savait déjà l'exprimer et le calculer de par le cours de première année. Ouais. Mais du coup, la démarche, c'est toujours la même. Et vraiment, ta question, elle montre bien un truc que j'ai constaté les années précédentes. C'est qu'il y en a qui, dans des sujets, si on vous demande exprimer le moment dynamique ou le moment ou la résultante dynamique même, il y en a qui partent du théorème et qui du coup disent bah, puisque j'ai ça égale ça, je calcule le moment des actions mécaniques extérieures et je dis donc mon moment dynamique égale à ça. Oui, c'est bien. Mais après, quand on vous dit donc en déduire l'équation reliant le couple moteur et l'accélération angulaire, vous êtes là, bah, je ne sais pas le faire. Bah oui, parce que tu n'as pas fait le taf en fait. Tu n'as pas exprimé le moment dynamique, tu as exprimé ce à quoi il sera égal plus tard. Mais déjà, exprime-le, quoi. Ok? Hein? On va faire un petit peu de télé, je pense, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En fait, c'est que le cheminement, faut se dire, j'ai mon problème à résoudre. Dans ce problème, j'ai par exemple que genre le couple moteur est égal à une fonction de oméga et de ses dérivés, je sais pas moi, tu vois. Ok? Ça, c'est la question que je me pose. Si je conclus qu'il faut utiliser le principe fondamental de la dynamique, à partir de ce problème, j'ai deux étapes en parallèle à faire. D'un côté, je dois exprimer le torseur dynamique. D'un autre côté, je dois exprimer le torseur des actions mécaniques. Alors, de l'ensemble que j'ai isolé par rapport, alors ici par rapport au référentiel galiléen, et là c'est extérieur agissant sur l'ensemble que j'ai isolé. Et une fois que j'ai ça seulement, je peux mettre ensemble ces deux parties de travail là pour dire ok, maintenant j'applique le PFD et après seulement je peux résoudre. Mais à un moment, vous avez deux trucs à exprimer avant de pouvoir poser votre équation, quoi.
Avant de pouvoir utiliser votre principe fondamental de la dynamique, il faut avoir ce terme-là et celui-là. OK? Là, vous attaquez le TD2 aujourd'hui. Celui avec une brouette sur la première page, un brancard et un chariot pour déplacer les vitres. Ça, c'est une brouette. Ça, c'est un chariot pour déplacer les vitres. Et ça, c'est un brancard. Un chariot pour déplacer les vitres. Je ne sais pas si c'est un nom technique. Il faut que je me renseigne. Hein. Je ne sais pas. En plus, j'en voulais un à Noël. Bon. Donc voilà. Ce petit TD qu'on va commencer gentiment aujourd'hui. Pourquoi je dis gentiment? C'est pas que je veux. Enfin, quoique. En fait, c'est que comme il y a toujours des absents, il y en a moins, mais il y a quand même toujours pas mal d'absents, et que la dynamique, c'est pas toujours intuitif apparemment. Et bah, c'est bien que les gens, ils entendent le corriger aussi, quoi, je pense. Ok? Et il y a un nouveau TD qui suit pour élargir un peu votre champ d'action. Et donc, oui, pardon, ce TD sur la roue Iswheel, là, souvent en TIPE, pas tous hein, évidemment, parce que ça dépend de ouf des sujets, mais souvent en TIPE, on se retrouve avec des gens qui ont des questions qui ressemblent à ça. Ah, mais j'ai ma roue sur ma pente, mais j'accélère, est-ce que ça glisse, est-ce que machin? Bah, c'est typiquement, on traite typiquement de ces questions-là dans le TD qui est là, quoi. En termes de comment on isole, comment on paramètre, comment on modélise tout ça. Donc je pense que, ouais, faut s'en imprégner parfois en fonction d'autres problèmes que vous avez par la suite, quoi. Des histoires de basculement. Là, c'est un fauteuil roulant, mais ça pourrait être un déambulateur. Voilà, je sais pas. Ça peut être un robot qui monte des marches. Ça, c'est pour les années passées. Ça peut être un. Bref, il y a plein de cas de figure où ça peut être d'autres choses, quoi. Allez, on va attaquer ça.